bonjour à tous, c'est qu'effectivement, on va traiter de choses très très importantes dans un temps contraint. Donc c'est la raison pour laquelle on va certainement poser les grands jalons, les grands enjeux. Quelques mots juste avant de vous présenter plus particulièrement. Lorsqu'on a commencé à réfléchir, j'ai commencé à préparer cette rencontre qui donc s'appelait effectivement islamisme et terrorisme. J'ai eu tout d'un coup deux moments qui me sont apparus spontanément. L'un est une scène qui nous renvoie à cette confrontation ultime sur le palier de l'appartement de Mohamed Merah face à son négociateur, son officier traitant qui s'appelait Hassan, qui est venu exprès pour lui parler et pour essayer de l'amener, autant qu'on faire se peut, à se rendre. Et à un moment donné, ils ont un dialogue qui est très très long, qui a été publié plus tard. Et à un moment donné, le policier qui veut jouer sur la fibre musulmane de Mohamed Merah se fait rembarrer par le terroriste qui lui dit « Si toi, tu es musulman, alors moi, je suis cosmonaute. Moi, je fais ce que je fais, c'est pour accomplir mon devoir de musulman. » Et puis, j'ai retrouvé aussi une autre déclaration très importante du recteur de la mosquée de Paris, lorsqu'il a pris, peu de temps après qu'il ait pris ses fonctions. On était à ce moment-là, après les attentats de 2015. Et il a déclaré ceci, en substance, que Charlie Hebdo continue d'écrire, continue de dessiner, d'user son art et surtout de vivre, et que le drame qui a frappé cette publication et des policiers et nos compatriotes juifs servent de leçon à la communauté nationale, mais à ceux aussi qui se réclament de l'islam et à ceux qui se disent amis des musulmans. Et pour lui, il faut absolument condamner ces crimes terroristes. Donc j'ai trouvé que ces deux prises de position résumaient assez en fait les enjeux qui nous rassemblent aujourd'hui. Donc je vais vous présenter pour ce débat. D'abord, à distance, on a le plaisir, effectivement, comme on l'a vu, de recevoir Madame Zineb El Razoui. Vous êtes une ancienne journaliste de Charlie Hebdo. On vous connaît militante de la lutte contre l'islamisme, et vous dites pour vous, en substance, mais vous allez bien sûr en parler, pour moi, le combat contre l'islamisme est d'abord un combat d'émancipation personnelle. Madame Jamila Benhabib, vous êtes aussi une militante connue pour la laïcité, et votre parcours aussi vous fait prendre position très clairement, on le sait, contre l'islamisme. On va vous entendre en parler. Et bien sûr, parce que l'enjeu, il est pas uniquement, bien entendu, politique, il est théologique, il est spirituel. Monsieur Tarek Oubrou, vous êtes donc le recteur de la mosquée de Bordeaux. On vous connaît, vous êtes un personnage aussi très très public, et vous dites en substance, l'islam est une foi, une croyance qui demande à être éclairée par la raison. On se demande si on n'est pas effectivement sur ce paradoxe, et c'est ce qu'on va aborder. Vous l'avez abordé dans votre livre « Quelle place pour l'islam dans la République ?» récemment publié. Je voudrais tout de suite donc profiter effectivement de votre présence, Madame El Razoui, pour dire au fond, comment vous posez-vous ce débat? En quels termes? Est-ce que vous posez en termes très concrets de revendications telles que vous l'exigez de la part des tenants du dogme? Et qu'est-ce qui, pour vous, caractérise le problème? Alors, pour moi, il y a un débat sur deux niveaux. Et avant de les introduire, laissez-moi d'abord vous remercier pour ce débat, saluer mon ami Jamila Benhabib qui est là, remercier monsieur Tarek Oubrou d'avoir accepté le débat, et aussi remercier monsieur David Kalfa qui a pris attache avec moi pour intervenir, et aussi m'excuser auprès de vous de ne pas avoir pu être là physiquement. Donc je reviens à ce que je disais. Pour moi, il y a deux niveaux où l'on peut aborder ce débat. Il y a un niveau global à l'islam. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord pour constater avec effroi et désolation qu'il y a un problème philosophique, spirituel, politique qui se pose au sein de la religion musulmane partout où elle se trouve. Il y a un problème de montée d'un courant fascisant au sein de l'islam, qui a un bras armé, qui commet des crimes terroristes, qui sont des crimes politiques. Et ça, c'est un sujet qui concerne le monde entier, du moins les zones de ce monde où l'islam se trouve. Et puis, on peut prendre le niveau français, qui évidemment ne fait pas exception à la crise philosophique que connaît l'islam, mais à laquelle s'ajoute une autre dimension
c'est la dimension identitaire. Et dans le contexte français, on peut constater que lorsqu'on aborde ces débats-là, on se trouve d'abord obligé de déblayer le terrain et de faire face à des arguments qui n'ont rien à voir avec la question de l'islamisme, qui vont être de l'ordre des accusations de racisme, du repli identitaire, etc. Aujourd'hui, quelles sont les demandes concrètes que vous faites pour dire il faut montrer cette évolution, il faut l'acter? Comment l'acter? Comment acter justement cette capacité de l'islam à pouvoir être articulée sur la vie occidentale et la République française, par exemple? Alors, brièvement, deux choses. Décorréler l'islam de la question identitaire, c'est extrêmement important. Je pense que ce qui va pacifier la situation et ce qui va faire un bien fou à tout le monde, c'est d'enfin considérer, ou que les musulmans eux-mêmes se considèrent comme des Français comme les autres. Ça, c'est la première question. Deuxièmement, je pense que ce qui est pour moi la condition sine qua non de la pacification du débat, c'est que l'islam, ses tenants et ceux qui s'en revendiquent acceptent que l'islam soit traité comme une religion comme une autre, c'est-à-dire en France aussi la possibilité de rejeter l'islam, de le critiquer, de le moquer, d'y adhérer ou pas. Pour moi, ce sont deux choses fondamentales sans lesquelles on n'arrivera jamais à régler cette question. Merci beaucoup. Donc là, avant de vous faire intervenir, madame, tout d'abord, votre position par rapport à ce qui vient d'être dit et les enjeux. Vous dites on peut articuler l'islam avec la raison, cette foi peut s'articuler avec la raison. Quels sont les outils que vous avez pour pouvoir le faire et pour pouvoir être convaincant? Parce que souvent, on dit on ne vous croit pas. Écoutez, pour moi, l'islamisme est un des symptômes d'un grand malaise qui touche le monde musulman depuis des siècles. Si on fait l'archéologie de ce malaise, il remonte à une pensée théologique où le temps... En quelques minutes. Des questions énormes. Oui, je vous ai prévenu. Là, il n'y a pas trop pris sur le catalogue. Je vais escamoter ma réponse voilà. alors. Voilà, tant qu'on n'a pas résolu, tant qu'on n'a pas trouvé une solution à cette question d'intrication entre le temporel et le spirituel, le politique et le religieux, la logique de la spiritualité et la logique de la civilisation, tant qu'on n'a pas fait ce discernement au corps même de la révélation coranique, qui est un message enveloppé par des dimensions historiques. Mais quel outil doctrinal vous avez, pardon? Oui, il faut les Juifs disent la loi du roi et la loi. Est-ce que l'islam a ce type d'outil doctrinal? On a des ressources déjà dans la pensée classique qui renvoient les pratiques religieuses dans un cadre juridique donné. La situation de minorité, ce n'est pas une première dans l'histoire de l'islam. Il faut remonter l'histoire et trouver des fatwas entre guillemets, qui demandent aux musulmans de respecter non seulement le droit en vigueur dans un pays, mais la culture étant plus normative que le droit, ce que j'appelle moi la théologie de l'acculturation, qui est un deuxième degré d'adaptation de l'islam. C'est pour ça que vous dites que c'est dans l'islam médiéval, dans les textes d'époque médiévale, que vous pouvez trouver les capacités de pouvoir s'adapter à la modernité? D'abord, il faut dire que jamais les musulmans n'ont été gouvernés par le Coran et la tradition du prophète. Ils ont été toujours gouvernés par le commentaire et ces musulmans auront l'islam qu'ils méritent. Ce sont les hommes, en interaction avec leur histoire, s'inspirant de la révélation, qui traduisent leur foi dans une réalité donnée. Mais quand vous êtes dans une identité émiettée, comment voulez-vous que votre rapport soit intelligent avec le message initial? Comment distinguer dans le Coran la portée historique qui a été prise en considération et le fait de canoniser cette même histoire? Comment rendre possible le fait d'être apostat, de pouvoir choisir librement son identité, qu'elle soit communautaire, sexuelle, sans être ostracisé? C'est une question. J'ai commis des ouvrages où j'ai démontré que l'islam a des ressources scripturaires qui défendent la liberté de croire, de ne pas croire. Le prophète lui-même, il a permis l'apostasie passive à un certain nombre de croyants musulmans à son époque. Donc on ne peut pas être plus prophète que le prophète. Ça dépend du rapport éclectique que nous avons avec les références. Est-ce que, on va y revenir, est-ce que, madame, ce que vous entendez vous rassure? Est-ce que vous pensez que les questions que vous posez aussi
avec votre collègue sont de nature à pouvoir obtenir une réponse quand vous entendez c'est pas une réponse développée, Oui, c'est non, escamoté. Sont de nature à... Bien sûr. Alors, plusieurs commentaires me viennent à l'esprit. Déjà, l'évocation du titre. Il y a quelques années, je donnais un cours à l'Université du Québec sur le Moyen-Orient, précisément sur cette question de l'islam, et je mettais un S. Je mettais un S majuscule à la fin de l'islam. Donc mon cours s'intitulait Islam, islamisme et islamophobie. Et en réalité, dans cette façon donc délibérée de présenter l'islam, je présentais différentes inclinaisons de l'islam. Et dans mon esprit, il y a des islams qui sont compatibles avec la démocratie et il y a des islams qui sont incompatibles avec la démocratie. Et les islams qui sont incompatibles avec les démocraties, ce sont les islams clairement revendiqués par le salafisme et par les frères musulmans. Concrètement, dans la vie de tous les jours, moi j'ai quitté l'Algérie en 1994 en raison donc de la guerre contre les libertés en Algérie, contre la démocratie. Guerre donc qui a été intentée par le Front islamique du salut. Et dès que je me suis installée en France, c'est-à-dire en 1994, on me parlait d'un islam de France. Et par la suite, on m'a parlé d'un islam européen. Or, je n'ai encore jamais rencontré un islam de France. Je n'ai encore jamais rencontré un islam européen parce que pour moi, un islam de France ou un islam européen, c'est un islam qui est compatible avec les fondamentaux de la démocratie, c'est-à-dire d'abord la liberté de conscience. Or, on sait que cette question de la liberté de conscience, et essentiellement la liberté de conscience des laïcs musulmans, a été d'emblée écartée, voilà très longtemps en France, lorsque Chevènement a décidé d'établir donc une certaine officialisation de l'islam de France. Donc, d'emblée, on a écarté donc la liberté de conscience des musulmans. Et après, évidemment, se pose aussi la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je veux dire, comment peut-on imaginer aujourd'hui avoir un islam européen traînant des archaïsmes tels que des inégalités en matière d'héritage, telles que la répudiation, telles que voilà, des discriminations et des violences. Mais ma question, avant de revenir sur une réponse pour M. Aubreau et ensuite faire intervenir Zineb, au fond, puisque vous définissez comme laïque qu'il existe des travaux philosophiques établis par des laïcs musulmans, pourquoi avez-vous tant besoin de l'assentiment de la sphère religieuse ? Ah ben moi, je ne cherche pas du tout l'assentiment. Vous demandez, parce que vous questionnez en permanence le pouvoir religieux de dire donnez-nous la possibilité. Mais quelque part, ils sont peut-être dans leur logique et vous... Non, absolument pas. Moi, autant que citoyenne, je m'adresse à la République. Attention, moi, je ne m'adresse pas aux religieux. Moi, je m'adresse à la République. Et force est de constater, lorsque je m'adresse à la République se tourne vers les religieux. Donc c'est quelque part le regard de la République qui est erroné vis-à-vis de cette question-là. Parce que la République n'a jamais considéré que la résolution de la question de l'islam pouvait passer par les laïcs musulmans. Et donc, d'emblée, elle a légitimé la fraction des frères musulmans, parce qu'on sait que la question de l'histoire de l'islam et de l'islam officiel en France est passée par les frères musulmans. Donc, on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas, les frères musulmans. C'est une question centrale. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas sorti de cette ambiguïté. Si on était sorti de cette ambiguïté, il y a plein de choses qui se seraient clarifiées. Monsieur Tarek Obro, qu'est-ce que vous répondez à cela ? J'ajouterais peut-être que non seulement l'islam du salafisme, l'islam des frères musulmans n'est pas compatible avec notre époque. Moi, je préfère parler de la contemporanéité plutôt que de la modernité, qui est une phase de l'histoire. La contemporanéité, c'est de vivre sa foi ici maintenant. Non seulement le salafisme et l'islam des frères musulmans n'est pas compatible avec notre époque, mais un certain malikisme, hanafisme, hanbalisme, ash'arisme qui gère la religiosité dans le monde musulman en général. Donc, pour moi, l'étiologie du malaise, il est fondamental. Pour moi, l'islamisme et le terrorisme, c'est les symptômes qui indiquent une pensée religieuse qui n'est pas imbriquée dans l'époque. Donc, il faut changer tout un paradigme herméneutique qui permet aux musulmans, surtout ceux qui pensent la religion, de lire
la religion, ici maintenant. Il y a deux herméneutiques, deux manières d'interpréter les textes. Oui, l'herméneutique étant la science de l'interprétation. Mais qu'attendez-vous pour entreprendre cette réforme? C'est déjà entrepris. Pour moi, j'assume toute ma part personnelle, parce que l'islam se fait avec des individus. Il n'y a pas d'église. C'est par le bas que cette religion se construit. Je pense que les théologiens, de toute façon, c'est ce que j'essaie de faire modestement, j'encadre beaucoup d'imams, et donc il y a une nouvelle doctrine qui est en œuvre. C'est vrai que le temps de la religion n'est pas forcément le temps politique, pour déjà trouver la bonne équation, la bonne résolution et la bonne médiatisation de ce produit théologique. Il est en œuvre. À ce stade, merci. Je voudrais écouter justement et entendre cette fois-ci, une fois de plus, Zineb El Razoui. Comment vous réagissez quand vous entendez ces propos? Est-ce qu'au fond, vous êtes convaincu par cette bonne foi, je dirais? Écoutez, je dois avouer que je ne suis pas très convaincue, non. Parce que quand on parle des frères musulmans, il faut dire qu'ils sont... Est-ce qu'on peut mettre les pieds dans le plat et parler de l'UOIF, de ses membres et de tous ceux qui se réclament de la pensée de Youssef Qaradawi, qui se réclament aussi de la pensée de gens comme Ibn Taymiyyah ou des admirateurs de Hassan al-Banna. Donc pour moi, l'UOIF, quand on s'intéresse à ces sujets, on sait très bien que l'UOIF, c'est la branche française des frères musulmans. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit ceux à qui l'État français, ceux à qui le Bureau central des cultes au sein du ministère de l'Intérieur confie justement la structuration de ce qu'on appelle l'islam de France, on retrouve parmi eux tous ceux qui, depuis des années, s'activent au sein de l'UOIF et qui se réclament. Et quelles sont vos demandes concrètes? Et concrètement, quelles sont vos demandes? Écoutez, moi, mes demandes, je pense qu'il y a deux choses, deux niveaux. L'État français, pardon, regardez quel lapsus, l'État français doit appliquer dans la lettre et dans l'esprit la loi de 1905. L'État français n'a pas à tendre la perche aux représentants autoproclamés du culte musulman pour les structurer. L'État français doit veiller à ce que, 1, le culte musulman s'exerce librement en France, 2, qu'il respecte l'ordre public français et que donc toutes les questions abordées par Djamila, l'égalité homme-femme, le respect de la liberté de conscience, de la liberté de culte, des autres cultes, de la liberté sexuelle, etc., soient scrupuleusement respectées par le culte musulman. Sinon, on ne pourra pas parler effectivement d'un culte compatible avec la démocratie. Deuxième niveau, on peut entreprendre un dialogue avec les représentants, avec les imams, par exemple. Et moi, ce que j'ai envie de dire à M. Oubrou, quand on entend M. Oubrou, on entend un discours extrêmement pacificateur, extrêmement savant, et c'est tout à fait à son honneur. Mais c'est sur le plan structurel et associatif, justement, on retrouve M. Oubrou, par exemple, dans la MIF, où il y a tous ces membres-là de l'UOIF, il y a Asdin Gassi, il y a maintenant M. Lasfar est aussi dans le FORIF, etc. Comment se situe-t-il par rapport à eux? Comment est-ce que lui, qui a été membre de l'UOIF pendant longtemps, jusqu'en mai 2018, me semble-t-il, et puis qu'il les a quittés sans jamais vraiment qu'il y ait une rupture sémantique, comment il articule cette chose-là? Deuxièmement, j'ai envie vraiment de lui faire un cri du cœur, de lui dire, mais on nous parle d'imam modéré, on nous parle d'islam compatible avec la République, mais est-ce qu'on peut redescendre à des choses très terre-à-terre, des choses simples? Est-ce qu'on peut, par exemple, avoir des imams en France qui prennent la parole pour dire, écoutez, on peut être musulman et porter le bikini, consommer de l'alcool n'est pas un problème, tant que c'est fait, bien sûr, avec modération. Est-ce qu'on peut avoir des imams sensibles au calvaire que nous, apostats de l'islam et musulmans laïcs, vivons, c'est-à-dire certains d'entre nous, voire tous, vivons sous la menace, sous les injures, sous la menace physique. Dans mon cas, moi, je vis sous protection policière depuis le 8 janvier 2015, c'est-à-dire depuis plus de 7 ans. Est-ce qu'on peut avoir des imams qui gagneront vraiment leur qualificatif d'imam modéré, qui se battent auprès de nous pour dire maintenant, ça suffit, il faut que les représentants du culte respectent les autres cultes et respectent les apostats. Alors la question, effectivement, est importante. Vous la découvrez pas, mais au fond, c'est aussi un peu le paradoxe qu'elle vous soumet. C'est-à-dire, et là vous allez répondre et certainement vous allez conclure, vu le temps qui avance, au fond, est-ce que, une fois de plus, les outils doctrinaux existent pour pouvoir répondre à ces questions? Faut-il
répondre à ces questions, parce qu'au fond, elles viennent aussi un peu nier quelque part les dogmes et les principes que vous professez avec l'islam. Donc, est-ce possible, tout simplement, d'arriver à ce type d'accord, on va dire, de consensus? Ben écoute, j'entends bien l'appel de Razoui. Bien sûr, chacun, il mène ce combat à sa manière et à partir du lieu où il se situe. Nous n'avons pas la même histoire, le même destin, le même lien avec des hommes avec lesquels on a partagé la jeunesse, etc. Et moi, je ne suis pas un homme de rupture. Je suis un homme qui dialogue avec tout le monde. Est-ce que cet islam des Lumières qui a été appelé Je réponds parce qu'il m'a interpellé sur certaines choses. Pouvoir, je comprends. Deuxième point, c'est que la République n'a pas à chercher si une religion est compatible ou pas avec ses valeurs. La République s'impose à tout le monde. Pourquoi le politique ne fait pas le théologique? Nous avons une République, nous avons des lois, il faut qu'elles s'imposent à tout le monde. Je n'ai pas à demander aux Juifs est-ce que c'est la Bible et est supérieure à la Constitution française ou pas. C'est évident que ces lois s'appliquent aux musulmans, aux Juifs, aux catholiques, aux agnostiques, aux protestants, aux athées. C'est la branche sur laquelle tout le monde est assis, la laïcité. Donc, par contre, les musulmans sont appelés à repenser fondamentalement leur religion parce que interpréter le Coran dans l'univers du Coran, c'est une chose. Le comprendre ici, maintenant, ça demande une autre épistémologie. Et donc, les musulmans, en plus du droit, j'appelle les musulmans à prendre en considération la dimension qui n'existe pas dans le droit et qui fait aujourd'hui la problématique de cette visibilité de l'islam, à savoir l'appartenance à la civilisation occidentale, ce qui demande une réflexion plus profonde. Jamila veut intervenir. Oui, en fait, moi je pense que le point de divergence, précisément entre nous, il est dans cette capacité d'assumer la rupture. Vous dites que vous n'êtes pas en mesure d'assumer la rupture. La rupture personnelle, pas des idées, non. Il faut qu'on se comprenne. Non, mais laissez-moi finir. Mais moi, je dis, il faut la rupture. Aujourd'hui, il faut que l'islam rompe avec une certaine façon d'envisager le politique, c'est-à-dire avec minimalement cette légitimation de la violence. Tant et aussi longtemps que cette question centrale, nodale, reste posée, c'est-à-dire tant que le religieux continue de légitimer la violence, eh bien le politique sera malheureusement entaché par le sang. Et tant et aussi longtemps que vous continuerez de dire que vous n'êtes pas en mesure d'assumer ces ruptures, parce qu'aujourd'hui, élever l'islam, ouvrir l'islam... Je n'ai pas parlé de cette rupture-là, vous m'avez mal compris. J'ai dit la rupture avec des personnes, parce qu'il a fait allusion à l'OIF, etc. C'est de cela dont on parle. Ça ne veut pas dire qu'on a une relation avec quelqu'un. Oui, c'est pas parce que j'ai une relation avec vous que je partage vos idées. Au-delà de la question institutionnelle, mais la rupture est nécessaire. Je travaille à cette rupture qui s'impose par une rupture fondée, une idée qui est pensée, pas une rupture psychologique, parce que la rupture psychologique... Je ne parlais pas de rupture psychologique, je parlais de rupture politique. Je parlais de rupture religieuse. Lisez mon dernier ouvrage, vous allez voir les éléments de cette rupture. Est-ce que la notion de séparation entre l'islam et l'État... Je travaille sur une laïcité à la musulmane, une laïcité théologiquement fondée. Tout l'ouvrage s'articule, mon dernier ouvrage, l'islam dans la République. Non seulement l'islam dans la laïcité, mais la sécularisation de l'islam lui-même, avec des modalités théologiques. Oui, mais concrètement, pourquoi cela ne prend pas sur le terrain? Concrètement, pourquoi est-ce que... Il y a toujours un temps de latence entre la production intellectuelle et sa réception. Donc il faudrait attendre 4 siècles encore. Mais monsieur Brou, selon vous appelez de vos voeux, on vous entend effectivement le dire, vous appelez de vos voeux cette rupture, cette évolution. Mais comme on le sait, il n'y a pas de clergé organisé, il n'y a pas d'autorité suprême qui tranche. Voilà. Donc dans quelle instance, à quel endroit, qui peut, à un moment donné, dire nous pouvons aller... Non, c'est la République qui s'impose à tout le monde. Non, vous dites que c'est un combat théologique, donc ce n'est pas la République qui va trancher un combat théologique. C'est un débat intrinsèque. Et qui peut le trancher au sein de l'islam? Vous le savez très bien que l'islam n'est pas une religion d'église ni d'un peuple. C'est la raison pour laquelle je vous pose la question. Le problème, c'est une religion du livre, et donc de l'interprétation. Il y a une démocratisation dans l'accès au texte. Mais l'interprétation, c'est justement la liberté. C'est un inconvénient en même temps.
C'est ça le régime théologique. C'est en même temps, il y a un avantage que tout musulman qui a la capacité d'accéder, d'interpréter à sa manière, mais un imam n'a pas de pouvoir coercitif. C'est pas un directeur de conscience, un imam. Il partage ses idées avec ses coreligionnaires. Alors, je voudrais un dernier mot pour conclure, et ensuite, Madame Zineb El Razoui pour conclure, de manière à ce qu'on puisse avancer donc, dans la suite de nos débats, s'il vous plaît. En fait, moi j'habite à Bruxelles depuis très peu de temps. Et le constat que je fais en habitant cette grande ville évidemment européenne, qu'on dit capitale de l'Europe, c'est que aujourd'hui, très sincèrement, il est plus facile d'être un musulman salafiste que d'être un musulman laïque. Un salafiste, par exemple, pourra se balader partout, de bout en bout de la ville. Il aura des revendications, il a des relais, il a un écosystème dans les quartiers associatifs. Et qui n'existe pas sur le plan de la laïcité, par exemple. Qui n'existe pas pour le laïc musulman. Aujourd'hui, certains laïcs musulmans, pas tous évidemment, sont forcés de se cacher, sont forcés de se distancier donc avec leur quartier, leur famille, sont menacés dans certains cas. Donc il est extrêmement difficile. Et en réalité, ça met la responsabilité vis-à-vis des pouvoirs publics. Vers qui se tournent les pouvoirs publics? Est-ce qu'ils se tournent vers les islams qui sont incompatibles avec la démocratie, ou est-ce qu'ils sont là pour encourager les expressions de la pluralité dans l'islam? Parce que, évidemment, ce n'est pas un combat contre les musulmans, ça je pense que tout le monde l'a compris, mais c'est un combat contre les expressions les plus fondamentalistes dans l'islam, et il en existe. Merci. Votre conclusion, Zineb El Razoui, en quelques mots, s'il vous plaît. Alors, vraiment rapidement. Si je ne devais conclure qu'en quelques mots, je ne peux que soutenir ce que vient de dire Jamila. Et là, je m'adresse à l'État français en lui disant pourquoi est-ce que quand on cherche à régler la question de l'islam, on va vers les imams, les bons parmi eux et les mauvais, d'ailleurs plutôt parfois les mauvais, enfin, voilà. Mais des gens qui sont issus de la culture musulmane, mais qui sont des laïcs, qui sont des libres penseurs, voire même des apostats, sont complètement exclus de ces débats-là. Et ça, ce n'est pas normal. C'est-à-dire que l'État, de façon directe ou indirecte, fait le choix finalement de s'adresser à ceux qui sont des militants de l'islam identitaire. Et donc, il ne peut sortir de cette alliance-là qu'un islam politique fatalement. Moi, je pense que c'est vraiment une option philosophique et politique qu'il faut réviser au cœur même des boîtes à outils de l'État français et inclure les enfants de la culture musulmane qui, eux, ont fait le chemin à titre individuel de s'émanciper de cette religion, ou en tout cas de ses formes les plus violentes. Merci beaucoup. Monsieur Tarek Obro, vous allez conclure. Exercice difficile, vous avez 30 secondes pour résumer les enjeux historiques. À travers ce débat, on a déjà un exemple de complexité dans la taxonomie et les catégories qu'on attribue à l'islam. Islam culturel, islam laïque, islam athée. Vous parlez de confusion entre les islams, vous, mais ça augmente. Ce sera l'objet d'un prochain débat. L'islam est une religion, mais il n'est pas une culture. Justement, tout mon travail, c'est d'émanciper justement la spiritualité de l'identité et du culturel civilisationnel pour pouvoir aux musulmans de s'acculturer. Parce qu'il n'y a qu'une culture, c'est la culture occidentale. De culture musulmane, l'islam, c'est une civilisation périmée. C'est ça la difficulté de se définir. Et je pense que théologiquement parlant, ça me pose quelques problèmes. Parce que l'idée de culture musulmane dans la culture française, comment on va négocier le choc des civilisations, le choc des cultures? C'est problématique un petit peu. Bon, en tout cas, merci. Vous venez tous les trois de démontrer que l'histoire des mentalités est une histoire très lente, un temps très long, mais qu'aujourd'hui, quelques pas ont été quand même franchis. Donc merci beaucoup à tous les trois. À très bientôt.